Chapitre 1. Le vieux loup, Frank Crane, était à la retraite depuis 4 ans, 3 mois et 16 jours. Ce n'était pas qu'il comptait. La petite maison de ranch en dehors de Flagstaff, en Arizona, n'était pas grand-chose. 16 hectares de terrain broussailleux, quelques chevaux et assez de distance de la civilisation pour que les cauchemars ne réveillent pas les voisins. À 62 ans, ses mains bougeaient encore avec une précision mortelle quand il travaillait le sac de frappe dans sa grange chaque matin à 5 heures. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. 28 ans avec l'agence lui avaient laissé 3 choses. Une pension qui maintenait les lumières allumées, des compétences qui ne s'émoussaient jamais, et un fils qu'il avait à peine élevé. Brian était le prix du service. Pendant que Frank éliminait des cibles de haute valeur dans des endroits qui n'existaient pas officiellement, Brian avait grandi avec sa tante à Phoenix après que sa mère était morte d'un cancer. Le garçon avait 10 ans quand Frank était revenu d'une rotation de 6 mois au Yémen pour découvrir qu'il avait manqué 4 anniversaires et ne se souvenait pas de sa couleur préférée. Frank fixait la photo sur sa cheminée, la remise de diplôme universitaire de Brian. Tous deux raides et mal à l'aise en costume. Ils avaient reconstruit quelque chose ces dernières années, pas parfait, mais réel. Brian visitait tous les dimanches, aidait avec les chevaux, restait pour dîner. La semaine dernière, il avait mentionné une fille, Tamara. Il disait qu'elle était spéciale, différente. Frank avait vu la lumière dans les yeux de son fils et ressenti quelque chose qu'il pensait mort dans une maison sûre à Bogota en 97. L'espoir d'une chose normale. L'appel téléphonique était arrivé à 14h47 un mardi. « Papa », la voix de Brian s'était brisée. « J'ai besoin. Quelque chose est arrivé. Peux-tu venir à Scottsdale ?» Frank était dans son camion avant que son fils n'ait fini l'adresse. Le complexe d'appartements était haut de gamme. Le genre où de jeunes professionnels avec de l'argent familial prétendaient vivre à la dure. Brian était assis sur le trottoir dehors. Les secouristes l'examinaient. Sa chemise était déchirée. Une ecchymose fleurissait sur sa mâchoire. Mais c'était ses yeux qui avaient arrêté Frank net. Le regard fixe de 1000 mètres de quelqu'un qui avait vu l'enfer. « Parle-moi, Feston. » Les mains de Brian tremblaient. Nous étions en train de dîner. Sa famille est arrivée, pas seulement ses parents. 6 gars avec des armes. Son père, il savait des choses sur moi, sur nous. Sur toi, il leva les yeux. Qui est Salvador Escobar? Le sang de Frank se glaça. Salvador Escobar, El Tigre, un des principaux lieutenants du cartel de Sinaloa, responsable du déplacement de 3 tonnes de cocaïne par mois à travers le couloir sud-ouest. L'agence avait un dossier sur lui épais comme un annuaire téléphonique, mais il avait une immunité diplomatique par des canaux secrets, protection pour des politiciens des 2 côtés de la frontière. Intouchable. Que veulent-ils? Son père a dit que je n'étais pas digne de sa princesse, que j'avais besoin de me prouver. La voix de Brian baissa. Il veut que je fasse passer une cargaison à travers la frontière. Il a dit que si je refuse ou vais voir les flics, il tuera tous ceux que j'aime. En commençant par toi, Frank sentit le vieux froid s'installer, l'esprit tactique qu'il avait gardé en vie à Ramadi, Mogadiscio et Médellin se mettant en marche. Quant à 3 jours, je suis censé le rencontrer à... Brian attrapa son bras. « Papa, je l'ai cherché. Ce type s'est connecté. Nous ne pouvons pas lutter contre ça. » Frank étudia le visage de son fils. 26 ans, diplôme de master en ingénierie environnementale. N'avait jamais fait de mal à personne de sa vie. Tout ce pourquoi Frank avait tué. La chance d'une vie normale, bonne. Maintenant menacé par le genre de monstre qu'il avait passé sa carrière à chasser. « Tu ne vas pas le faire ?» dit Frank calmement. « Et tu rentres à la maison avec moi ? Ce soir ? Papa, écoute-moi. J'ai traité avec des hommes comme Escobar. Ils ne font pas de deal. Ils font des exemples. Tu fais passer cette cargaison et tu es dedans. Pour toujours, ils te possèdent. » Le téléphone de Brian vibra. Un message texte. Une photo du ranch de Frank. Prise de la route. L'horodatage. 15 minutes plus tôt, le message en dessous. 3 jours, où le ranch du vieux brûle. Frank regarda son fils et prit une décision. Pas en tant que père, mais en tant que ce qu'il avait toujours été, une arme pointée sur les hommes mauvais. Va chez ta tante Paula à Tucson. Reste là jusqu'à ce que je t'appelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Frank se leva, déjà en train de planifier. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, protéger ma famille. Chapitre 2. La princesse Tamara Escobar n'avait jamais frotté du sang de ses mains avant. Elle se tenait dans la salle de bain de son penthouse, l'eau coulant rose dans un lavabo en marbre, et elle ne pouvait pas arrêter de trembler. Le dîner avait été parfait. Brian était sur le point de faire sa demande. Elle avait senti la boîte de la bague dans sa veste. Jusqu'à ce que les hommes de son père enfoncent la porte, elle avait su que ce moment viendrait
Tu ne sortais pas avec quelqu'un en dehors de la famille sans conséquence. Mais elle avait pensé que l'amour suffirait, que son père verrait que Brian était bon, propre, rien à voir avec les sicarios et les contrebandiers qui remplissaient leur complexe à Sonora. Elle s'était trompée. La voix de son père résonnait encore. « Tu veux ce garçon ? Prouve sa loyauté, ou je le tue sur place ?» Tamara avait choisi le silence, la lâcheté, et regardait tandis qu'il blessait T. Brian, le menaçait. Brisait quelque chose de beau parce qu'elle n'avait pas eu le courage de se dresser contre Salvador Escobar. Son téléphone sonna. « Père, Mia, tu comprends pourquoi c'était nécessaire ? Tu l'as entendu ? Je l'ai testé. Les hommes doivent être forts pour mériter une Escobar. Ta mère, que Dieu la garde, elle comprenait. Ce garçon, il vient de rien. Son père est à la retraite. Pas dans notre monde. Le rire de son père était de glace. Frank Crane, 28 ans, division des activités spéciales de la CIA. 73 éliminations confirmées, probablement le double hors des livres. Il a travaillé les guerres Contra, les cartels colombiens, a même touché nos affaires en 88. L'estomac de Tamara chuta. Vous saviez ? Mia, je sais tout. Pourquoi pensez-vous que je suis intéressé ? Le fils d'El Fantasma, le fantôme. C'est une opportunité. Nous retournons le garçon. Nous possédons le silence de son père. Nous avons un levier sur les Américains. Ce n'est pas des affaires, c'est ma vie. Ta vie est des affaires. Elle l'a toujours été. Tu as des privilèges. Protection. Richesse. Tout grâce au travail que nous faisons. Le garçon fait passer une cargaison. C'est provi. Tu peux l'épouser avec ma bénédiction. Simple. Rien n'était jamais simple avec son père. Après qu'il eut raccroché, Tamara s'assit dans le noir et pensa au visage de Brian quand il lui avait montré la bague de fiançailles 2 semaines plus tôt. Elle avait dit oui. Ils avaient planifié un avenir, peut-être Denver, peut-être Seattle, quelque part loin du désert et de la violence, quelque part de propre. Son téléphone vibra. Brian, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je t'aime, mais je ne deviendrai pas comme eux. S'il te plaît, ne me contacte plus, c'est plus sûr comme ça. Tamara jeta le téléphone à travers la pièce et pleura. Chapitre 3, l'appel Frank passa 48 heures à préparer. La grange devint un centre d'opération, Carte de Sonora. Photos satellites du complexe d'Escobar, acquises par de vieux contacts de l'agence qui ne posaient pas de questions. Armes nettoyées, itinéraires planifiés, contingencies construites. Brian était en sécurité à Tucson sous la surveillance de Paula. Sa sœur connaissait la procédure. Disparaître si les choses tournaient mal. Emmener le garçon à la maison sûre à Albuquerque, attendre le signal de Frank ou un mot de code spécifique qui signifiait qu'il ne reviendrait pas. Frank ne prévoyait pas de ne pas revenir. Jour 3, 11 heures. Son téléphone sécurisé sonna. Numéro inconnu. M. Crane. La voix était suave, accentuée. Salvador Escobar. Votre fils a fait son choix. Décevant. J'avais des espoirs pour lui. Il est hors jeu. Laissez-le tranquille. Hors jeu. Non, non. Personne n'est hors jeu. Votre garçon a manqué de respect à ma fille. Rejeté ma générosité. Dans notre monde, cela nécessite une correction. La poigne de Frank se resserra sur le téléphone. Que voulez-vous ? Rien de vous. J'appelle par courtoisie. Un professionnel à un autre. Je connais votre histoire. Signor Crane. Je la respecte. Mais ma réputation exige une réponse. Votre fils a humilié ma famille. C'est un civil. Il s'est éloigné. Nous en avons fini. Le rire de Salvador était sincère, presque chaleureux. Fini, vous pensez que parce que vous avez tué quelques sicarios il y a 30 ans, vous comprenez comment ça marche ? Laissez-moi vous éduquer. Il y a 1 heure, j'ai fait démontrer à ma fille la loyauté familiale. Le sang de Frank se transforma en glace. Qu'avez-vous fait ? Votre fils s'est arrêté à une station-service à Tucson. Tamara l'attendait. Ils ont parlé. Il a refusé d'écouter. Elle a réagi émotionnellement. Très regrettable. Salvador, 47 fois, dira le médecin légiste. Ma fille, elle a la passion de sa mère. Brian ne l'a pas vue venir, lui faisait confiance jusqu'à la dernière seconde. Poétique. Non. Le monde devint silencieux, sauf pour le battement de cœur de Frank. Le corps de votre fils nourrit actuellement mes chiens au complexe. Je pensais que le vieux fantôme devrait savoir où son échec s'est terminé. Vous n'avez pas pu l'élever correctement ? N'avez pas pu lui apprendre le respect. Donc je lui ai enseigné la dernière leçon. La ligne se coupa. Frank resta immobile pendant 17 secondes, puis il appela Paula. « Ne réponds pas, écoute juste, va dans la salle de bain, verrouille la porte, appelle le 911, dis qu'il y a eu une fusillade. »« Frank quoi ? Brian est mort. Ils l'ont tué il y a 1 heure. Station service.
hors de la route 10. J'ai besoin que tu sois en sécurité avant. Sa voix se brisa, la première émotion en 3 décennies de mort. Avant que je finisse ça, Paula pleurait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Frank passe Brian. Je sais, je suis désolé. J'aurais dû tuer Escobar en 98 quand j'en avais l'occasion. Je corrige cette erreur. Je t'aime, Paula. Dis aux enquêteurs tout. Les cartels. Tamara. Tout ça, laisse-les trouver les preuves. Mais je ne serai pas là pour témoigner. Frank ne fait rien. Ils ont tué mon fils. Il n'y a rien d'autre à faire. Il raccrocha et fixa la photo sur la cheminée. Brian. Souriant. Espoir. 28 ans de travail humide. 73 tués officiels. Frank avait suivi les règles, fait confiance au système, retraité propre. Les règles étant finies. Frank Crane ouvrit son coffre à armes et commença à charger l'équipement dans son camion. Équipement tactique. Armes supprimées. C4 d'une unité de stockage au Nevada, outil du métier qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. D'ici minuit, il serait à Sonora. À l'aube, Salvador Escobar apprendrait pourquoi on l'appelait le fantôme. Chapitre 4. Reconnaissance. Le complexe d'Escobar s'étendait sur 81 hectares de désert à 48 km au sud de la frontière de l'Arizona. 280 millions de dollars d'argent du cartel avaient acheté des murs de 3 ou 66 mètres de haut, tours de garde, caméras thermiques et assez de puissance de feu pour repousser l'armée mexicaine. Salvador ne se cachait pas. Il régnait. Frank observait à travers une lunette thermique depuis une crête à 2743 mètres de distance. 2 heures, le complexe brillait de signatures thermiques, 23 gardes en rotation, regroupés en pattern prévisible autour de la maison principale. Chien dans le chenil. Celui que Salvador avait mentionné, les quartiers privés du roi occupaient l'aile ouest, renforcés, probablement accès à une panic room, et quelque part là-dedans, Tamara Escobar dormait profondément après avoir assassiné son fils. Frank avait fait 3 erreurs dans sa vie. La première était d'être absent pour l'enfance de Brian. La seconde était de ne pas tuer Salvador Escobar en 1998 quand il l'avait dans sa ligne de mire. L'agence l'avait rappelé, dit qu'ils avaient besoin d'Escobar comme atout, une source de renseignement. La troisième était d'assumer que Brian serait en sécurité si Frank restait à la retraite. Il n'en ferait pas une quatrième. Le plan tactique se matérialisa dans son esprit comme une mémoire musculaire, opérateur unique. Pas de soutien, pas d'extraction. Ce n'était pas une sanction, c'était une exécution. Le garde mourrait en premier, établissant le chaos, puis Salvador, puis la fille, rapidé. Non, Salvador l'avait rendu personnel. Frank rendrait l'appareil. Il passa 4 heures à cartographier les patterns de patrouille, compter les armes, identifier le générateur, le hub de sécurité, l'armurerie. Chaque complexe avait des faiblesses. Il fallait juste savoir où regarder. Celui d'Escobar était l'orgueil. Il avait construit une forteresse, mais les forteresses nécessitaient de la discipline. Ses sicarios étaient négligents, à l'aise, la moitié était sur leur téléphone, 2 étaient ivres à la porte-est. Ils n'avaient jamais affronté un vrai opérateur. À 6 heures, Frank se retira vers une maison sûre dans un village à 19 km de là, une chambre au-dessus d'une cantina appartenant à un homme qui avait fourni des informations à l'agence pendant 20 ans. Julio Kenan avait 60 ans, bourriné, et ne posait pas de questions quand Frank arriva avec des sacs d'équipement. « Vous avez besoin de quelque chose ?»« Senior ?»« Frank. »« Du sommeil. » Pendant des heures, Alice, réveillez-moi si quelque chose bouge vers le complexe. Julio hocha la tête et disparut. Frank s'allongea sur le lit de camp, la photo de Brian dans la main, et essaya de se souvenir de la dernière chose qu'il avait dite à son fils. « Je m'en occupe. Fais-moi confiance. » Il avait échoué, encore. Mais l'échec se terminait ce soir. Chapitre 5. Le fantôme. Revient, Frank se déplaçait dans l'obscurité comme de la fumée. 23 heures, nouvelle lune. Couverture nuageuse à 60%. Conditions parfaites. Les capteurs externes du complexe ne détectèrent rien tandis qu'ils contournaient le mur sud en utilisant du matériel d'escalade. La sécurité moderne se concentrait sur les approches au sol, pas l'infiltration verticale. Première cible. Le hub de sécurité, 2 gardes distraits par un match de foot sur un ordinateur portable. Frank descendit par le puits de lumière, pistolet supprimé, 2 coups tout sautant. Les 2 hommes morts avant de comprendre que la pièce avait changé. Il prit leur carte d'accès, désactiva les alarmes et boucla les flux des caméras. Maintenant, le complexe était aveugle. Phase 2, éliminer le périmètre extérieur, les gardes de la porte-tête. Albert Nicholson et Hugo Rode, selon leur bavardage radio, ne l'entendirent jamais venir. Travail au couteau, silencieux,
Il traîna leur corps dans les ombres et se dirigea vers la tour nord. Le garde là-bas, Glenn Butch, fumait et observait le désert. Le tir supprimé de Frank le prit dans le tronc cérébral. 17 minutes. 6 gardes à terre. Les sicarios dans les baraquements ne remarqueraient pas bientôt. Ils tournaient toutes les 30 minutes. Frank avait 14 minutes pour réduire leur nombre avant que le chaos n'éclate. Il posa du séquard sur le générateur, l'armurerie et le dépôt de véhicules, détonateur à distance, mis en scène pour une disruption maximale. Puis, il se dirigea vers les chenils où Salvador gardait ses chiens de combat, des pitbulls élevés pour la violence. Le corps de Brian n'était pas là, Salvador avait menti, jouant à des jeux psychologiques. Les chiens étaient juste des chiens. À moitié affamés et vicieux, Frank les sédata avec des fléchettes tranquillisantes de loin. Il ne tuerait pas des animaux pour les crimes d'un homme. Les baraquements éclatèrent à 23h28 quand quelqu'un trouva le corps de Glenn Burch. Les alarmes auraient dû sonner, elles ne le firent pas. La panique s'installa à la place. Frank déclencha la première charge. L'armurerie explosa, coupant leurs armes lourdes. Les sicarios se déversèrent dans la cour, désorganisés, criant à... Il les abattit depuis des positions sur les toits. 3 tirs, 3 morts. Ils se dispersèrent, essayèrent d'établir des positions défensives. Deuxième charge. Le générateur, le complexe plongea dans l'obscurité, lunettes thermiques activées. Frank se déplaçait comme un prédateur. Les sicarios avaient le nombre mais pas de leadership. Pas d'entraînement, ils tiraient sur des ombres, les uns sur les autres, sur rien. Il en abattit 8 de plus en 5 minutes. La situation tactique s'effondra en pur chaos, exactement comme prévu. Kenneth Owen, chef de la sécurité de Salvador, essaya de rallier les hommes restants près de la maison principale, anciens des forces spéciales mexicaines, dangereux. Frank lui mit une balle à travers l'œil depuis 82 mètres, 14 morts, 9 restants. Tous piégés entre la maison et les murs, leur leader à l'intérieur, appelant un soutien qui n'arriverait pas. Frank activa son micro de gorge, piratant leur fréquence radio. Salvador Escobar, c'est Frank Crane. Je viens pour toi, et quand j'en aurai fini avec toi, je vais montrer à ta fille la même miséricorde qu'elle a montrée à mon fils. Il coupa, rechargea, et se dirigea vers la maison principale. Chapitre 6, le règlement de compte Salvador. Escobar se tenait dans sa panic room, regardant les flux de sécurité clignoter et mourir un par un. 9 de ses hommes restaient, et le fantôme les démantelait comme un exercice d'entraînement. Il avait sous-estimé Frank Crane, erreur fatale. « Papa !» Tamara cognait sur la porte renforcée. « Laisse-moi entrer. Reste dans ta chambre, verrouille la porte. Ne sors pas jusqu'à ce que je dise « Qu'est-ce qui se passe ? Qui nous attaque ?» Salvador vérifia son pistolet. 45 plaqués or, plus symbole carme. Le père de Brian, j'ai peut-être mal calculé sa réponse. À travers la caméra restante, il regarda Frank Crane se déplacer dans son complexe comme un démon. 3 sicarios de plus moururent en 12 secondes. Tirs à la tête. Précis. Professionnel. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une exécution. Les 6 gardes finaux établirent une position défensive à l'entrée principale. Salvador regarda à travers le moniteur tandis que Frank passait simplement à travers le mur, charge de brèche. Faisant un trou dans l'adobé, grenade assourdissante créant la confusion. La fusillade dura 20 secondes. 6 de plus morts. Le complexe était silencieux, sauf pour les hommes mourants, criant à l'aide. Les mains de Salvador tremblaient. Il avait affronté la mort avant cartels rivaux, raids fédéraux, assassinats. Mais ceci était différent. C'était personnel. Chirurgical, inarrêtable. La porte de la panic room avait un renforcement en acier de 30 cm, verrou biométrique. Assez de provisions pour 3 jours. Frank Crane pouvait marteler dessus jusqu'à l'aube. Puis Salvador entendit le chalumeau « Dios mio ». La voix de Frank vint à travers la porte, conversationnelle. « Lance Thermite, grade militaire, cette porte sera ouverte dans 4 minutes. Je suggère que tu utilises ce temps sagement. Crane, nous pouvons négocier, nomme ton prix. Pas de prix, pas de négociation. Tu as tué mon fils, il a manqué de respect à ma famille. Qu'aurais-tu fait ? Exactement ce que je fais maintenant. » Le chalumeau brûlait plus chaud. Salvador pouvait voir la lueur à travers le joint, le métal commençant à faiblir. Il avait 3 minutes, peut-être moins. Il attrapa sa radio. « Tamara, est-ce que tu écoutes ?» Statique, puis « Je suis là, je t'aime. » « Mia, souviens-toi de ça ? Quoi qu'il arrive ensuite, je l'ai fait tout pour la famille. »« Papa, qu'as-tu fait ? Pourquoi est-il ici ?» Salvador ferma les yeux. « J'ai menti.
Ta mère n'est pas morte en couche. Elle a été tuée par un cartel rival quand tu avais 3 ans. J'ai massacré tous ceux impliqués, hommes, femmes, enfants, 37 personnes. Parce que c'est ce que tu fais quand quelqu'un touche à ta famille. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que Brian Crane était tout le monde de Frank. Et je l'ai pris. Donc maintenant, Frank prendra tout de moi, y compris toi. La porte explosa vers l'intérieur, termites mangeant les derniers verrous. Frank Crane franchit la fumée, couvert de sang et de poussière. Tenant un fusil supprimé comme une extension de son corps, Salvador leva son pistolet doré. Frank le lui tira de la main, la balle emportant 2 doigts avec elle. Salvador hurla, s'effondra. S'il te plaît. Tu as dit que le corps de Brian nourrissait tes chiens. Guerre psychologique. Je respecte ça. Frank s'approcha, chaque pas mesuré. Mais tu as fait une erreur. Tu m'as dit exactement où tu vivais. Exactement combien d'hommes tu avais. Tu défies un homme qui n'a plus rien à perdre. Crane. Écoute. Non. Toi écoute. Tu as tué mon fils parce qu'il aimait ta fille. C'est tout. Pas de manque de respect. Pas de défi. Juste de l'amour. Et tu l'as assassiné pour ça. Salvador serrait sa main saignante. Dans notre monde, ton monde se termine ce soir. Frank lui tira dans le genou, puis l'autre. Les hurlements de Salvador résonnèrent à travers le complexe. 28 ans, j'ai suivi les règles. J'ai tué quand on me l'ordonnait. Me suis retiré quand on me l'ordonnait. Vécu avec les cauchemars parce que je me disais que ça comptait, que ça protégeait des gens comme mon fils. Mais toi, tu n'as pas de règles. Tu obtiens ce que tu as donné à Brian. Il traîna Salvador hors de la panic room, à travers la maison, dans la cour où 23 corps refroidissaient sous les étoiles. Le roi supplia, plaida, offrit des millions. Frank lui tira dans l'estomac. Les blessures au ventre étaient lentes, agonisantes. Salvador se viderait de son sang en 20 minutes, conscient et souffrant tout le temps. C'est pour Brian. Il laissa Salvador mourant dans son propre complexe et marcha vers l'aile est, vers la chambre de Tamara, vers la dernière leçon, chapitre 7. La vérité de la fille. Tamara entendit les hurlements de son père s'éteindre en gémissements et sut que Frank Crane venait pour elle. Elle s'assit dans sa chambre, porte verrouillée, pistolet sur les genoux qu'elle ne savait pas utiliser correctement. Tout avait mal tourné. Tout. La porte explosa vers l'intérieur, pas bréchée, juste enfoncée d'un coup de pied. Frank Crane remplissait l'encadrement de la porte, contre-jour par les feux brûlants dans le complexe, ressemblant à la mort elle-même. Elle leva le pistolet avec des mains tremblantes. « Pose-le, dit Frank calmement. Tu as tué mon père. Il est en train de mourir dans la cour. Tu peux aller regarder si tu veux. » Le doigt de Tamara se resserra sur la détente. Brian était faible. Il ne voulait pas rejoindre la famille. Ne voulait pas se prouver. Il méritait. Frank bougea plus vite qu'elle ne pouvait suivre. La désarmant, la plaquant contre le mur, sa main autour de sa gorge, juste assez de pression pour terrifier. Sans tuer, dis-le encore, dis-moi que mon fils méritait 47 coups de couteau. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas parler. C'est ce que je pensais. Il la relâcha, la laissa s'effondrer au sol. Ton père a dit que tu as tué Brian, que tu l'as poignardé 47 fois parce qu'il t'a rejeté. Je ne l'ai pas fait. Tamara haleta pour de l'air. Je n'ai pas tué. Je ne pouvais pas. Frank se figea. Quoi? Les hommes de mon père l'ont pris. 3 heures après la station-service, Brian était vivant. Effrayé mais vivant, papa m'a fait regarder. Des larmes coulaient sur son visage. Il a dit que si j'aimais Brian, je le prouverais. Il m'a donné le couteau et a dit soit je le tue, soit il nous tue tous les deux. Le monde bascula. Tu mens. Je souhaite que ce soit le cas. Tamara hurla. J'ai tenu le couteau. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas le faire. Donc les hommes de papa, Buddy Graves et Ivan Crawford, ils ont tenu mes mains et m'ont forcé à... Elles sanglotaient maintenant, brisées. Ils contrôlaient mes mains, chaque coupure, 47 fois, me faisant regarder Brian dans les yeux tandis qu'ils le tuaient. À travers moi, l'esprit tactique de Frank courut à travers les implications. Salvador avait menti sur tout, pas juste pour blesser Frank, mais pour s'assurer que sa fille était complice, liée à la famille par un crime impardonnable. Psychologie de cartel classique. Rends-les coupables. Rends-les loyaux. Où est la tombe de ta mère? Tamara leva les yeux, confuse. Quoi? Ton père a dit qu'elle est morte en couche. Est-ce vrai? Non. Elle a été assassinée par le cartel Beltran de Leiva quand j'avais 3 ans. Pourquoi est-ce que ça compte? Il t'a dit qu'elle est morte en couche. Non. Il t'a dit ça? Il m'a dit la vérité, qu'elle a été tuée et qu'il a massacré tous ceux impliqués. Il nous a menti à tous les deux, nous a manipulés tous les deux. Tout ce que touchait Salvador Escobar se transformait en poison.
Frank s'assit sur le lit, soudain épuisé. La rage qu'il avait alimentée à travers l'attaque s'évacua, ne laissant que le chagrin. Brian était toujours mort. Cette fille, pratiquement une enfant elle-même, avait été forcée de le tuer. La manipulation finale de Salvador. Est-ce que Buddy Graves et Ivan Crawford sont toujours en vie? Tamara hocha la tête. Ils ont fui quand les tirs ont commencé. Probablement à mi-chemin vers Sinaloa maintenant. Frank sortit son téléphone et passa un appel, de vieux contacts de l'agence, le genre qui gère les problèmes hors des livres. Il donna 2 noms, descriptions, derniers emplacements connus. Qu'avez-vous fait? Demanda Tamara, assurée qu'il n'atteigne pas Sinaloa ou nulle part. Il la regarda. Ton père est mort, l'empire de ta famille brûle. Que t'arrive-t-il maintenant? Je ne sais pas. Tout ce que je savais était un mensonge. Pas tout. Brian t'aimait, c'était réel. Elle s'effondra complètement alors. Le poids de tout s'écrasant, Frank attendit, ne dit rien. Que pouvait-il dire? Son fils était mort, son père mourait à 15 mètres. 23 corps jonchaient le complexe. Justice et vengeance étaient devenus indistinguables. Finalement, Frank se leva. Les fédéraux seront ici dans 1 heure. Peut-être moins. Tu as 2 choix. Rester, affronter la justice mexicaine pour les crimes de ton père. Ils te crucifieront pour faire un exemple. Ou disparaître. Disparaître où? Il lui lança un téléphone jetable et une clé. Flagstaff, Arizona. Unité de stockage 347. À l'intérieur, il y a 50 000 $ en cash, documents pour une nouvelle identité et une note expliquant tout. Ce que ton père a fait, ce que ces hommes ont fait, ce qui est vraiment arrivé à Brian. Je l'ai tapé avant de venir ici. Si tu es intelligente, tu l'utiliseras. Pourquoi m'aiderais-tu? Je ne t'aide pas. J'aide Brian. Il t'aimait? Ça doit signifier quelque chose. Même maintenant, Frank marcha vers la porte, s'arrêta. Une condition, tu témoignes. Les feds, les autorités mexicaines, qui que ce soit, tu leur dis tout sur l'opération de ton père? Noms, itinéraire, contacts. Tu brûles tout? Ils me tueront. Je m'assurerai qu'ils ne le font pas. Tu as ma parole? Ce qu'il en reste? Il la laissa là, pleurant dans une chambre entourée de morts. Chapitre 8, le nettoyage. Frank trouva Salvador dans la cour. À peine vivant, les yeux du roi se concentrèrent sur lui avec difficulté. Elle t'a tout dit. Tu as forcé ta propre fille à tuer un homme innocent pour la garder loyale. Tu es pire que ce que je pensais. Salvador toussa du sang. Ça a marché pendant 20 ans. Mère, la mort nous a liés. Ça l'aurait fait aussi. Tu es fou? Je suis pratique. Vie de cartel. Pas de place pour la faiblesse. L'amour est une faiblesse. L'amour est la seule chose qui est réelle. Tout le reste n'est que la mort, prétendant compter. Le rire de Salvador était un gargouillis humide. Le fantôme devient philosophe, ironique. J'ai besoin que tu fasses une chose avant de mourir. Dis-moi où est le corps de Brian. Les chiens n'étaient pas une métaphore. De vrais chiens? Chenil, zone arrière. L'estomac de Frank se retourna. Tu as vraiment... Oui, je voulais que tu le vois. Je voulais te briser. Frank leva le pistolet. Attends. Les yeux de Salvador s'éclaircirent légèrement. Merci. Pourquoi? Mettre fin à ça, fatigué si fatigué, 20 ans, à diriger l'Empire, à détruire tout, touchant. Tu m'as libéré, je ne t'ai pas libéré, je t'ai tué. Même chose. Frank appuya sur la détente. Salvador Escobar mourut dans sa propre cour. Entouré des hommes qu'il avait envoyés mourir pour lui, la zone arrière du chenil contenait une tombe peu profonde. Frank trouva le corps de Brian, nettoyé et préparé par quelqu'un qui avait montré plus de respect que Salvador n'en avait jamais eu. Probablement le gardien du chenil. Un jeune homme que Frank avait attaché avec des serre-câbles, mais pas tué. Une partie de décence survivait. Même ici, il porta son fils hors de cet endroit de mort. Chapitre 9. La dernière leçon, 6 semaines plus tard. Frank Crane s'assit dans un café à Flagstaff, lisant un journal. Les autorités mexicaines avaient perquisitionné ce qui restait du complexe d'Escobar, trouvé 23 sicarios morts, un roi mort et assez de preuves pour démanteler 3 routes principales de trafic. Un témoignage anonyme avait fourni des détails menant à 47 arrestations des 2 côtés de la frontière. Tamara Escobar avait disparu. Le FBI avait interrogé Frank extensivement. Il leur avait tout dit. La menace de Salvador, la mort de Brian, sa décision d'agir. Ils ont trouvé des corps, preuve d'un assaut de grade militaire et de multiples crimes fédéraux. Mais les témoins étaient rares et ceux qui survivaient racontaient des histoires contradictoires. Certains décrivaient un attaquant, d'autres multiples.
La précision tactique suggérait des forces spéciales, mais l'âge de Frank et sa retraite publique le rendaient un suspect improbable. Ils avaient confisqué ses armes légales, surveillé ses mouvements, mais n'avaient fait aucune arrestation. Officiellement, l'enquête restait ouverte. Officieusement, un agent senior du FBI lui avait murmuré « 23 exécuteurs de cartel et un des plus grands rois du Mexique, tout en une nuit. Si quelqu'un avait fait ça, ce serait un héros national. » Pas que je suggère que quiconque l'ait fait. Frank n'avait pas répondu. Les funérailles de Brian avaient été petites. Paula Yacista, silencieuse et en deuil. Quelques amis de Brian de l'université. Confus et le cœur brisé, Frank se tint au-dessus de la tombe de son fils et ne dit rien. Parce que quel mot pouvait compter? La porte du café s'ouvrit. Tamara Escobar, maintenant Sarah Mitchell selon ses documents, entra nerveusement. Cheveux plus courts, style différent. Lunettes dont elle n'avait pas besoin. Mais toujours elle s'assit en face de Frank. « Tu es venu ?» dit-elle. « Tu as texté, dit que c'était important. » Elle poussa une enveloppe à travers la table. « Tout ce que je sais sur l'opération de papa, compte bancaire, associé, propriété, chose que je n'ai pas dite au FBI parce que j'avais peur, mais j'en ai fini d'avoir peur. » Frank l'ouvrit, scanna le contenu, assez pour détruire ce qui restait de l'empire Escobar. « Pourquoi me donner ça ? Parce que tu es la seule personne qui comprend ce que ça coûte de faire la bonne chose quand c'est trop tard. » Elle rencontra ses yeux. « J'ai assassiné Brian, même s'ils ont forcé mes mains. J'ai tenu le couteau. Je vois son visage chaque nuit. Je le verrai toujours. C'est ta punition ? Vivre avec. Je sais. C'est pourquoi je me rends. Demain, aux autorités mexicaines, je plaiderai coupable. Témoignerai contre tout le monde. Accepterai n'importe quelle sentence qu'ils me donneront. » Frank l'étudia. 19 ans. Toute sa vie un mensonge construit par un monstre. Tu n'as pas à le faire. La nouvelle identité est solide. Brian n'a pas eu de choix. Pourquoi en aurais-je ? Elle se leva. Je voulais juste te donner ça d'abord et te dire quelque chose. Quoi ? La dernière chose que Brian a dite avant que ça se termine. Il m'a regardé et a dit « Dis à mon père que je lui pardonne. » Pour tout, sa voix se brisa. Je pense qu'il savait que tu viendrais, que tu mettrais fin à ça. Il voulait que tu saches que c'était OK. Elle partit avant que Frank ne puisse répondre. Il s'assit seul avec l'enveloppe, son café froid, et le souvenir de son fils. La partie tactique de son cerveau catalogua l'information que Tamara avait fournie, 23 nouvelles cibles, 6 opérations majeures, assez de preuves pour poursuivre des centaines. Mais le père en lui, la partie qui avait échoué si longtemps, n'entendit que les mots finaux de Brian. « Je lui pardonne ?» Frank Crane avait été une arme pendant 28 ans. Il avait tué 73 personnes officiellement. Probablement 100 hors des livres. Il avait manqué l'enfance de son fils, échoué à le protéger et l'avait vengé avec une violence apocalyptique. Et Brian lui pardonnait. Ça ne le ramenait pas, ça n'annulait pas les coups de couteau, ou la tombe, ou la chaise vide au dîner du dimanche. Mais ça signifiait quelque chose. Dans un monde de mort et de corruption, et d'hommes comme Salvador Escobar, qui transformaient l'amour en arme, le pardon était radical. Frank quitta le café et conduisit jusqu'à son ranch. Paula était là. En visite pour la semaine, ils parleraient de Brian, se souviendraient d'histoires, pleuraient ensemble. Demain, ils livreraient l'information de Tamara aux bonnes personnes. La guerre contre les cartels continuerait. Mais ce soir, il s'assiérait avec sa sœur et se souviendrait de son fils. Pas la violence, pas la vengeance. Juste un garçon qui avait aimé une fille loup brisée et pardonné à un père raté. C'était la dernière leçon. Pas la vengeance, pas la justice. Le pardon, parce que, en fin de compte, c'était la seule chose que Salvador Escobar n'avait jamais apprise. Et la seule chose que Frank Crane avait encore à donner, c'est là que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, alors assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. Love from India, hello. I don't know much about Dexter. I think I was on it. I was in like the background in one scene when I was little. Love from Germany, hello Germany. Or what do they say? Hello? I don't know.
Is my out of tune guitar good background music? Okay. Ouch! Left a little mark. Well, duh, but... Sounds like something a pathological liar says in middle school. No! I have photos. My guitar skills are not hella good. My Ellie plushie is in my trash pile. Do you see her in the darkness? It's not actually my trash pile. I have a hoodie down there. And an empty thing of boba. So it's like a trash hoodie pile. That's about it. It's dark down there. Pardon me. I am from California. I did not mean for that to be ominous. I was trying to continue the... How often do I clean my room? If my dopamine is in check... Well, I said that weird. If my dopamine is in check, I do. But it isn't very often. So, my room is not very clean most of the time. ADHD time. What's my favorite color? Green and purple, but not together. I have to watch House with my girlfriend, you guys. It's 9/11 time. I have to go watch TV. Are you in chat, Kaylin? If Lever were to lose you. I think you mean I ever, and the I is capitalized, and that's why, but... Hi, wife. Oh, I missed. Here, okay, I'll do one song. I'll see if I can sing it with my voice, and then I'll go. But my voice is so fucked right now, I'm not gonna be able to. Wait, let me move this closer, because I think my fans and stuff are too loud, huh? Ow. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything that I have found here, nothing by myself. Trying, sometimes you'll succeed to make this man love me. All my missing broken parts Is it pieces? First, I always think all my broken missing pieces, but then my brain tells me, Quinn, well, it's Kaylin going, no, it's all my